Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au programme de l'actualité. À 2 heures du matin, ce mardi, 2 vagues de bombardiers turcs ont frappé un quartier général d'YPG à Karachok, près de la ville de Derik, dont le Rojava a 2 stations de radio, dont l'une se trouve à Shingal. Regardez avec nous. Près de la ville de Derik se trouve la colline de Karachok. C'est une colline qui abrite un quartier général des unités Yapaga, ainsi qu'une station de radio, la voix du Rojava. Mais les bombardiers turcs ont détruit toutes les installations au milieu de la nuit de lundi à mardi et ont fait de nombreuses victimes. Il y a eu 20 combattants Yapaga tués et 18 autres ont été blessés. Au même moment, les bombardiers turcs sont aussi allés détruire une station radio qui est située en Irak, à Shingal. Lors de cette attaque turque menée dans cette ville, qui a pourtant connu le génocide perpétré par le Daesh en août 2014, les bombes ont détruit la station radio Shira FM. Les jardins dédiés au leader kurde emprisonné Abdullah Öcalan ont aussi été détruits. Parmi les victimes de cette attaque lâche, il y avait le commandant Mohamed Khalil, un commandant qui combattait à Raqqa contre le Daesh. Il y a aussi eu 12 combattantes des unités de femmes, les Yapaja. Du côté de Shingal, le commandant des unités Yabasha, Mazloum Shengali, a noté que lors de la frappe aérienne menée à Shingal, un civil, un combattant Yabasha et 5 Peshmerga ont été tués. Qui plus est, des lieux de résidence de civils ont eux aussi été touchés par les bombes. Cette attaque aérienne qui a fauché la vie de tant de combattants de la liberté a suscité de nombreuses réactions au Rojava, mais aussi en Irak, aux États-Unis. Le porte-parole du département d'État a aussi déploré cette attaque de la Turquie. Regardez avec nous. Depuis Washington, Mark Toner, le porte-parole du département d'État, a déploré les attaques aériennes de la Turquie. Ces frappes aériennes n'ont pas été approuvées par la coalition, a-t-il dit, et elles ont mené à la perte regrettable de combattants parmi nos partenaires engagés dans le combat contre le Daesh. Les États-Unis ont donc fait immédiatement part de leurs préoccupations auprès du gouvernement turc. Pour Muslim Saleh, le coprésident du PYD, un peuple qui combat le terrorisme a été frappé dans le dos. Personne, a-t-il dit, ne peut accepter de telles attaques. Le Conseil démocratique de Syrie, le Masada, a remis un communiqué qui accuse l'État turc de vouloir paralyser les opérations menées par les forces démocratiques syriennes à Raqqa et de donner ainsi du répit au Daesh. Aldar Khalil, du TEFDEM, le mouvement démocratique, partage la même analyse. L'État turc, dit-il, tente de briser la volonté du peuple kurde et d'étouffer le système démocratique qui est mis en place. Maintenant que l'État turc voit que le Daesh est piégé à Raqqa et qu'il est anéanti à Mossoul, il relance les attaques pour tenter de sauver le Daesh. Au Kurdistan du Sud, la condamnation de ces frappes a été presque unanime. Le parti de l'Union patriotique du Kurdistan, le PUK, a dénoncé, par la voix du député Salar Mahmoud, le coup de couteau porté dans le dos de ceux qui combattent le terrorisme. Le député Mahmoud voit dans cette attaque une nouvelle blessure infligée à Shingal, alors même que les anciennes blessures ne sont pas encore guéries. Qui plus est, cette attaque de la Turquie sur le sol irakien est une atteinte à la souveraineté de l'Irak. Même son de cloche du côté du Goran, où les députés Serko Hame Emin et Mouniré Osman ont dénoncé ces violations des frontières et de la souveraineté de l'Irak. Lors de la séance de ce jeudi, les députés irakiens ont d'ailleurs condamné l'attaque, une condamnation à laquelle se sont joints les députés chiites et sunnites irakiens. L'Irak va donc porter cette agression devant les Nations Unies. Mais si les condamnations sont presque unanimes, on constatera cependant qu'un parti kurde d'Irak n'a pas condamné ces frappes aériennes. C'est le Parti démocratique du Kurdistan, le PDK, du clan Barzani. Le porte-parole PDK du ministère des Peshmerga, Elgourt Hikmet, a invité le PKK à revoir sa position. Et au lieu de condamner l'attaque, il a menacé le PKK en l'enjoignant à quitter le territoire du Kurdistan du Sud. Bachar Kiki, le président de l'Assemblée de Ninive, a aussi déclaré que le PKK voulait que les choses en arrivent là. Pour Bachar Kiki, le PKK ne souhaiterait pas que les combats dans la région se terminent.
Hier à Derik, 14 combattants de Yapaga qui ont été lâchement tués lors de l'attaque de Karachok ont été enterrés au cimetière de Derik Rabat, un cimetière des martyrs. Lors de cette cérémonie, suivie par des milliers de personnes, les combattants Yapaga, Hassan Kamchlou, a rappelé que, quelle que soit la façon dont ils sont attaqués, rien ne cessera jamais la résistance. Demain, a-t-il dit, nous reprendrons le combat de nos camarades tombés et nous porterons leur drapeau partout. Immédiatement après les frappes aériennes turques, la population a pris le chemin de Karachok, dont les campagnes près de Derik, pour dénoncer les attaques incessantes d'Erdogan. Ils étaient des milliers à se rendre à Karachok au cri d'Erdogan assassin, avec des drapeaux des unités Yapaga, des unités Yapaja, ainsi que des portraits du leader kurde Abdullah Öcalan. Lors de la visite des responsables de la coalition internationale, une maman a interpellé un responsable américain en lui disant que leurs enfants combattaient avec eux à Raqqa, mais qu'Erdogan les poignardait dans le dos ici. Ne restez pas silencieux, a-t-elle demandé au responsable américain. En Europe, le KJDKE, le Congrès des sociétés démocratiques kurdes d'Europe, a invité les Kurdes à s'unir pour dénoncer les attaques de l'alliance fasciste Erdogan-Bacheli. Les avions de l'État fasciste de Turquie ont bombardé la montagne sacrée de Şengal, ont-ils dénoncé. Différentes manifestations ont été organisées dès le soir de l'attaque en Allemagne, en Suède, mais aussi en Suisse. Les combats ont encore été particulièrement violents cette semaine autour de la ville de Tabqa. Profitant des tempêtes de sable, Daesh a tenté une offensive lundi dernier pour désenclaver la ville. Mais les forces démocratiques syriennes les ont repoussés. Plusieurs dizaines de membres du Daesh ont été tués. Dimanche dernier, tôt le matin, 22 membres de Daesh étaient tués lors de plusieurs frappes aériennes des forces de la coalition. Un peu plus tard, 2 snipers de Daesh étaient aussi abattus par les forces démocratiques syriennes. Puis, plus tard dans la matinée, en tentant de profiter d'une visibilité réduite à moins de 5 mètres à cause des tempêtes de sable, le Daesh a encore tenté de forcer le passage depuis le sud de Tabqa et depuis l'est. 52 autres membres de l'organisation ont encore été tués dans ces combats rapprochés. Le lendemain, lundi, les forces démocratiques syriennes reprenaient le contrôle du carrefour Alaf et de l'île de Mamia, une île située sur le cours de l'Euphrate. Dès le début de l'après-midi du lundi, les forces démocratiques syriennes prenaient position dans le quartier de Wahab. Ce quartier a finalement été libéré dans la nuit de mercredi, laissant là encore une vingtaine de membres de Daesh morts. 10 autres membres ont été faits prisonniers. Jeudi, Daesh a lancé un véhicule piégé sur des civils de la ville. Il y a eu plusieurs victimes, mais on en ignore le nombre exact. Enfin, vendredi, 23 autres membres de Daesh étaient tués lors de la libération de 3 nouveaux quartiers de la ville, les quartiers de Nebabilé, de Zahra et d'Al-Waheb. À une quarantaine de kilomètres de Tabqa, les combats se sont aussi poursuivis dans les villages et dans les campagnes au nord de la ville de Raqqa. Une attaque menée par le Daesh dans les villages tout juste libérés de Bir Jarbo, de Djerwa, d'Umtanak et de Royan a été repoussée par les forces démocratiques syriennes lundi matin. Soutenus là encore par les avions des forces de la coalition, les combattants de la liberté ont repoussé les agresseurs. Après les combats, on a compté plus de 70 membres de Daesh tués. Afin de protéger les civils, les forces démocratiques syriennes ouvrent des corridors pour permettre leur fuite vers des zones sécurisées. Les civils sont aujourd'hui des dizaines de milliers à attendre que les combats se terminent pour enfin pouvoir rentrer chez eux. Les bombardements de l'armée turque sur le sol irakien et syrien ont été immédiatement suivis d'une vague intensive d'attaques sur tout le Rojava et dans la région de Shahba. Depuis le canton d'Afrin jusqu'à Derbessiye, 400 km plus loin le long de la frontière, les chars et les artilleries turques ont pilonné les villages et les villes.
Quelques heures après les frappes aériennes à Karachok et à Shengal, l'armée d'occupation turque en Syrie ainsi que les bandes armées qui sont à sa traîne ont attaqué à l'artillerie les villes et villages de la région de Sheba, notamment les villes de Tel Rifat et de Cher Issa. Dans la région de Sheba, ce sont les forces révolutionnaires du Jaish al-Sohar qui ont riposté à l'agression. Il y a eu ce mercredi 4 tués et 11 blessés parmi les agresseurs. Et mercredi, c'est sur toute la ligne frontière que les forces armées turques ont lancé leurs obus. Dans le district de Radjo, dans le canton d'Afrin, l'attaque a commencé dès les premières heures du matin. Plus tard dans la journée, c'étaient les villages à hauteur de Derbessier qui étaient pris pour cible par les forces armées turques. Les unités Yapaga ont vivement réagi à cette agression. Dans les combats qui ont suivi, des tanks et des véhicules blindés turcs ont été démolis. Il y a eu plusieurs morts du côté des forces armées turques. Selon les chiffres obtenus, il y en a eu 17 rien qu'à hauteur du canton d'Afrin. Vendredi, les artilleurs de l'armée turque parvenaient cependant à détruire une troisième station de radio, la station d'Afrin FM, située dans le district de Chié. Jeudi, les forces armées turques ont attaqué à l'artillerie les villages proches de la ville de Guérissepi et de Sirikaniye. Mais là aussi, les unités Yapaga ont vivement réagi, détruisant encore des véhicules blindés et des chars turcs. La réaction des habitants est vive. À Derbessier, ainsi qu'à Derik, les habitants prennent les armes. Ces habitants expliquent qu'ils sont prêts à s'opposer à toute attaque de la Turquie. Comme l'explique Bahadin Mohamed, armés de notre volonté, nous combattrons le jour et la nuit pour protéger nos villes et nos villages des bombardements barbares de l'État turc. Les vagues des réfugiés qui viennent chercher un asile dans les villes de la Fédération du nord de la Syrie atteignent des proportions telles que la crise humanitaire commence à sévir. Aucune aide ne parvient jusqu'à eux. Il y a déjà eu des victimes de cette misère. Regardez. Le Conseil civil de Raqqa a diffusé un communiqué où il exprime sa préoccupation devant les vagues massives de réfugiés. Dans les campagnes au nord de Raqqa, le chiffre record de 100 000 réfugiés a été dépassé. Mais on manque de tout. On manque de nourriture, on manque d'eau, on manque de couverture et de tentes. 23 de ces malheureux réfugiés ont d'ailleurs déjà succombé aux maladies, à la faim et au manque de structures pour les accueillir. Et le Conseil civil de Raqqa ne dispose que de maigres ressources. Il appelle donc les organisations internationales à venir immédiatement en aide à tous ces civils en fuite. Mais même dans ces conditions extrêmes, les réfugiés savent qu'ils seront accueillis au mieux des possibilités dans les zones défendues par les forces démocratiques syriennes. Cette vieille dame turkmène est originaire de Tilafar. Ses 3 fils aînés ont été réquisitionnés par la Turquie, mais toutes les personnes âgées ont été abandonnées à Daesh. Après avoir fui le Daesh, elle a enfin trouvé un refuge parmi les Kurdes. Nous avons vécu 15 ans à Mossoul avec les Kurdes, explique-t-elle. Les Turkmènes et les Kurdes ne sont pas différents. Cet autre Turkmène, Nassir, a vécu sous l'occupation de Daesh pendant 2 ans. Quand il a entendu l'appel des forces démocratiques syriennes et des Yapaga, il a fui le Daesh pour les rejoindre. Ils nous ont accueillis de la meilleure des façons, dit-il. Ils partagent avec nous leur pain et leur eau. Le 9 janvier 2013, 3 femmes kurdes, 3 militantes, étaient assassinées à Paris. Le meurtrier avait été arrêté. Il s'agit d'un homme dénommé Omar Goley. L'enquête avait permis d'établir qu'il y avait un lien directement avec les services secrets de Turquie. Suite à la mort de Goley, un mois avant l'ouverture du procès, le dossier avait été refermé par les autorités judiciaires françaises. Hier, on apprenait que l'enquête sera finalement rouverte sous l'autorité de la SDAT, la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire. C'est une excellente nouvelle pour les familles des victimes. Si l'enquête est menée à son terme, elle déterminera si les tireurs avaient reçu directement ces ordres du MIT. Le MIT, c'est le service secret de Turquie, ou s'il a tué directement ces 3 femmes à la demande d'un groupe de particuliers ou scènes du MIT.
Les populations kurdes du Bakur, situées en Turquie, continuent de subir les attaques quotidiennes menées contre leur quartier, contre leur site historique et même contre leurs morts. Rappel des faits de cette semaine. Hasan Keyf, un site où les premières traces d'activité humaine remontent à il y a 12 000 ans. Un site historique situé dans la vallée du Tigre. Avant d'inonder le site pour construire un barrage, les autorités turques vont déplacer 8 monuments historiques, dont la fameuse tombe de Zeyn el-Bey. Sans parler des risques matériels que courent ces monuments à être ainsi déplacés, ils perdront toute leur charge culturelle une fois qu'ils seront déconnectés de l'environnement naturel qui les a vus naître. Et ce qui ne pourra être déplacé, comme le fameux pont pilier, sera recouvert de pierres et à jamais détruit. À Ahmet, dans le quartier de Sour, les destructions vont reprendre. Pourtant protégés par l'UNESCO, qui les a inscrits sur sa liste du patrimoine mondial de l'humanité, les quartiers d'Ali Pacha et de l'Alabaï seront livrés aux bulldozers à partir de ce 2 mai. Les habitants de ces deux quartiers ont été prévenus qu'ils devaient quitter leur foyer avant le 1er mai. En attendant, pour les forcer à fuir, l'eau et l'électricité ont déjà été coupées ce samedi. Le quartier historique de Sour, dans la ville d'Ahmet, a accueilli ses premiers habitants il y a 7000 ans. 6 quartiers ont déjà été rasés. Sur les 52 000 habitants qui vivaient à Sour avant l'été 2016, 23 000 ont déjà perdu leur foyer. On notera que pendant que l'État turc détruit les quartiers historiques de Sour, il reloge aussi des réfugiés syriens là où les premiers occupants ont été chassés. Tous ces réfugiés syriens ont été enrôlés immédiatement sur les listes électorales afin de pouvoir voter en masse « oui » lors du référendum de ce 16 avril. Et puis à Gever, les unités des opérations spéciales de la police turque ont encore profané un cimetière, le cimetière d'Orman. Après avoir démoli plusieurs tombes, les policiers ont tagué le mot « carcasse » sur les pierres tombales. Ce cimetière avait été pris d'assaut par les forces turques lors du couvre-feu de l'année dernière, mais les habitants l'avaient reconstruit entre-temps. Cette violence inouïe menée par un État contre sa propre population a un visage, c'est celui de la petite Nawal qui vient de fêter son premier anniversaire. Cette petite fille est née par césarienne juste après que les soldats turcs aient assassiné, lors d'un raid à domicile, sa maman, Ramzi Ebor, qui était alors enceinte de 7 mois et demi. Le papa de l'enfant a été immédiatement jeté en prison, où il est toujours aujourd'hui. La grand-mère de l'enfant, Kimet, explique que son fils voulait voir sa petite fille. Elle l'a alors amenée jusqu'à la prison pour qu'elle puisse voir son père. Tout ce que cette mamie souhaite aujourd'hui, c'est que l'on fasse enfin justice à son fils et que la petite Nawal puisse vivre aux côtés de son papa. Dans les régions de Dersim et d'Hakkari, les forces armées turques continuent de mener des opérations militaires. De nombreux villages sont concernés par cette vague d'arrestations et d'agressions. Dans la vallée du Dersim, les hélicoptères turcs ont bombardé à une quinzaine de reprises les villages de Satar et de Vankouf la nuit de lundi à mardi. À Hakkari, 25 nouvelles zones ont été déclarées zones spéciales de sécurité, ce qui signifie que les habitants n'ont plus le droit de s'y rendre. Mardi, 9 villages du district de Gever subissaient encore les attaques de l'armée turque. Alors, les unités de la guérilla du PKK lancent des actions défensives. Ce 25 avril, les Apagans ont mené des frappes sur les bandes de soldats turcs à Cherjouma, près de Bitlis. 10 soldats turcs y ont perdu la vie. Le lendemain, à Ezan, d'autres soldats coupaient les arbres sur la colline de Mile-Evdi. Les gardes de village avaient pourtant été préalablement avertis. Il ne faut pas détruire la nature. La guérilla a donc attaqué les soldats qui redescendaient de la colline et il y a eu 2 morts. D'autres actions de la guérilla ont eu lieu à Kars, à Ahmet ou à Bitlis. 5 soldats turcs ont été tués à Bitlis le 20 avril, 6 soldats à Ahmet le 22 avril et 2 soldats turcs ont été tués à Kars ce 25 avril. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a décidé ce mardi de remettre la Turquie sous monitoring. Cette procédure de surveillance avait été abandonnée en 2004. C'est à 113 voix pour et 45 voix contre que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a donc décidé de remettre la Turquie sous monitoring. Le député allemand Andrzej Hunko
du parti Die Linke, a commenté cette décision. C'eût été un scandale, dit-il, de ne pas réinstaller le processus de monitoring pour la Turquie. Ankara n'a pas mené les nécessaires améliorations dans les domaines des droits de l'homme. Des politiciens et des journalistes sont toujours emprisonnés. Andrej Unko a fait partie de l'équipe d'observateurs internationaux lors du référendum de ce 16 avril. Alors qu'il se rendait dans les districts de Sour, à Ahmet, ainsi qu'à Mardin, il a été stoppé par les unités des opérations spéciales. J'espère, dit encore Andrej Unko, que cette décision sera un signal. Et j'appelle en plus le gouvernement allemand à suspendre toute forme de collaboration militaire avec la Turquie. Au lieu de construire des panzers dans des usines en Turquie, tout commerce d'armes avec ce pays devrait cesser. Rappelons qu'en Turquie, il y a encore 11 députés du parti HDP et 80 bourgmestres du parti DBP sous les verrous. 2 jours après le référendum, l'état d'urgence a encore été prolongé pour la 3e fois, et ce pour une nouvelle période de 3 mois. 166 journalistes sont actuellement emprisonnés. Et quand les journalistes turcs sont mis sous les verrous, ceux des autres pays sont expulsés. C'était le cas du journaliste italien Gabriele Del Grande, qui avait été arrêté dans la province de Hatay le 9 avril. Il a été libéré, puis immédiatement expulsé ce lundi 24. Le Parti démocratique du Kurdistan, le PDK, est dans le collimateur des autorités allemandes. On lui reproche d'utiliser les armes fournies par l'Allemagne pour mener le combat contre Daesh à des autres fins. La persécution des populations yézidis de Shengal. Sigmar Gabriel, le ministre allemand des Affaires étrangères, est en visite en Irak la semaine dernière. Il y a rencontré le président du gouvernement régional kurde d'Irak, Massoud Barzani, ainsi que les autorités du gouvernement central irakien à Bagdad. Sigmar Gabriel a confirmé que son pays n'enverrait plus d'armes vers les zones de conflit en Irak. Il faut dire qu'après l'attaque du KDP et de l'AKP sur la localité de Khanasor, près de Shengal, une délégation allemande s'était rendue sur place pour confirmer que c'est bien avec des armes livrées par l'Allemagne que les Yézidis et les combattants de la guérilla avaient été attaqués. Quand par ailleurs l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a fait connaître son rapport sur le référendum truqué du 16 avril en Turquie, personne n'a cru, ni en Turquie ni à l'étranger, que le oui le remportait sans les fraudes massives observées. Les seuls à féliciter le président Erdogan ont été l'Arabie Saoudite, le Qatar, les bandes d'Ahrar el-Sham, d'Al-Nosra, d'Al-Qaïda et les Barzani. Suite à l'attaque aérienne menée à Shengal ce mardi, les partis HDP, DBP et le DTK, le Congrès pour une société démocratique, ont donc solennellement invité le PDK à mettre un terme à ces sales alliances menées avec l'AKP et le MHP de Turquie, et d'appeler aussi le gouvernement du Kurdistan du Sud à ne plus autoriser les soldats turcs à frapper leur pays. Et le DTK de conclure que les Kurdes du Bakour se tiendront aux côtés de Shengal, comme ils se sont tenus aux côtés de Kobani. Shengal n'est pas seul, a encore affirmé Leyla Güven, la coprésidente du DTK. Toutes ces déclarations confirment l'isolement du KDP, décrié tant au Bachour par les partis PUK et Goran, qu'au Bakour et au Rojava. Comme le souligne un analyste, Khedir Aldar Shengali, le KDP agit comme un ange gardien de l'AKP. Et l'analyste de conclure qu'un parti kurde qui tombe si bas sera recalé tant par la conscience que par l'histoire des Kurdes. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de notre programme de l'actualité. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.